Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du P14 anglais, en plus dans une configuration sniper, et de l'US-17. Juste avant de continuer la vidéo, sachez que tous mes scripts sont en accès libre sur LAI Publications, le magazine en ligne dédié aux armes à feu. Vous avez un lien dans la description vers les PDF et aussi leur chaîne YouTube, qui montre du très beau matériel. Bon visionnage. L'histoire du pattern 1914 et de l'US Model of 1917 est finalement assez courte. Cela commence donc avec le P14 anglais. En 1910, l'armée britannique souhaitait changer de fusil et remplacer les SMLE, les fameux Smelly. Oui, le numéro 1 Mark III, qui fut finalement l'arme principale du soldat anglais durant la Première Guerre mondiale. Mais revenons-en un peu au début et donc à cette année 1910. Il y a plusieurs choses qui ont motivé les Anglais à changer de fusil. Bon, déjà, le SMLE, adopté seulement en 1907, a quelques inconvénients, dont justement liés à ce qui en fait sa force, mais en même temps sa faiblesse, le magasin amovible. Cette partie protubérante de l'arme est trop légère et sensible à la casse. Le métal est fin et n'aime pas du tout les chocs. On ne peut pas nier que ça arrive assez souvent sur le terrain. En fait, suite à la seconde guerre des bourgs qui s'est terminée en 1902, les Anglais, qui ont peut-être gagné cette guerre, mais qui se sont pris quand même une sacrée déculottée face aux bourgs armés de Mauser, vont justement chercher un nouveau fusil dans le style du Mauser. Et concrètement, ils vont chercher une arme sans magasin amovible, avec un bois d'un seul tenant, une hausse avec œilleton et une culasse avec tenon à l'avant. Globalement, oui, ça désigne un fusil Mauser, mis à part la hausse. En parallèle de ça, les Anglais voulaient aussi changer de cartouche. Le gros problème de la 303, c'est qu'il s'agit d'une cartouche à bourrelet, et c'est comme le 8 mm Lebel, ça s'accorde assez mal dans les armes automatiques. Les recherches de cette nouvelle cartouche vont bien sûr partir d'un étui droit et d'un calibre proposant une trajectoire plus rectiligne, comme le 7 mm Mauser qu'ils avaient rencontré durant la Seconde Guerre des bourgs. Ce qui en sortira sera le 276 Enfield, une cartouche de 7 par 60 ayant une meilleure vélocité et une meilleure portée. Quant à l'arme, ce qui en résultera sera le pattern 1913. Oui, on retrouve parfaitement les lignes avec l'US-17. Ce Enfield 276 Magazine Rifle fut produit à 1000 exemplaires et testé un peu partout dans l'Empire britannique. Il en résultera bien évidemment quelques modifications. Et alors que de nouveaux exemplaires commençaient tout juste à être fabriqués en avril 1914, la Première Guerre mondiale démarra. Mauvais timing pour changer d'arme et surtout de cartouche. Si la munition de 276 fut abandonnée, la production du fusil continuera avec le pattern 1914, soit un P13 en 303 British. Nous sommes alors en octobre 1914. Manque de peau pour l'Angleterre, mais les usines tournaient à fond sur le SMLE. Il était impossible d'arrêter la production pour mettre en place des nouvelles lignes dans les usines. Pire, l'Angleterre manquait cruellement d'armes puisqu'ils ont même jusqu'à commander des fusils japonais type 38 ou encore des fusils canadiens Ross Mk2. Produire le P14 ne fut donc pas abandonné et les Anglais se tournèrent vers une grande puissance industrielle, alors à ce moment-là encore neutre au début du conflit, les États-Unis. C'est avec Winchester et Remington qu'ils vont passer des contrats. Remington d'ailleurs qui aura une succursale à Eddystone, ce qui fait techniquement 3 manufactures qui produiront ces P14 anglais en 303 British. D'ailleurs, pour les amateurs de nomenclature anglaise, les pièces détachées entre ces 3 manufactures ne sont pas forcément interchangeables, ce qui donne 3 variantes. Le Mark 1E pour Eddystone, le Mark 1R Remington et le Mark 1W pour Winchester. C'est passionnant. En tout cas, ça n'a pas aidé l'arme à être immédiatement utilisée au front. En fait, les inspecteurs anglais ne seront pas du tout satisfaits des premières armes livrées. Entre ces problèmes de compatibilité de pièces ainsi que des soucis d'alimentation et d'extraction des cartouches, c'est une nouvelle variante qui arrive, le Mark 1 étoile. La modification principale réside dans l'augmentation en taille des tenons de verrouillage. Mais le temps de produire ces armes et de les inspecter, de les modifier, etc., nous sommes déjà en décembre 1916. Tant et si bien que finalement le front se stabilisant et donc le besoin en nouveaux fusils aussi, les P14 ne seront pas envoyés au front, mais seulement utilisés comme armes d'entraînement. Eh oui, tout ça pour ça. Mais le P14 n'a pas dit son dernier mot, et arrivera sur le front tout à la fin du conflit en version de tireur d'élite. Alors comment on passe d'un fusil juste bon pour l'entraînement à un fusil de tireur d'élite ? Bon, déjà, il faut bien comprendre le contexte de la Première Guerre mondiale, où les snipers anglais et les sharpshooters allemands font des ravages. Mais pour cela, je vous renvoie à ma vidéo où je traite de l'histoire des snipers.
Les Anglais avaient besoin d'un fusil de sniper. Le SMLE se prêtait assez mal à ce rôle. Je vous en présenterai peut-être un jour, mais la lunette sur ce fusil, et ce, quel que soit le modèle utilisé, était fixée sur le côté gauche du boîtier. Ce même boîtier qui n'était à la base pas vraiment prévu pour ça. Et le montage déporté ne présente pas que des avantages. Ok, il permet au tireur d'alimenter son arme avec les clips et ne nécessite aucune modification du levier de culasse. Mais l'utilisation dans une plaque de blindage de tranchée devient très compliquée, du moins sans adaptation du trou. Et la convergence de réglage entre la lunette et le canon est plus délicate à effectuer. Côté allemand, on le remarque de suite, les lunettes sont très souvent montées directement sur le dessus de l'arme. Et ce, même si ça oblige le tireur à alimenter son arme cartouche par cartouche. Mais de toute façon, le rôle d'un tireur d'élite n'est pas de vider son chargeur sur tout ce qui bouge, mais d'attendre, de sélectionner sa cible, de l'éliminer et ensuite de changer de position. On en arrive donc au choix du P14. En fait, à l'automne 1917, une nouvelle hausse avec un ajustement micrométrique sera mise en place sur l'arme et essayée sur le front, ce qui prouvera la qualité de l'arme dans sa précision. Pourquoi cela? Car initialement le P14, enfin le P13, a été développé pour une cartouche plus chaude que le 303 British. Donc primo, le boîtier plus résistant pouvait être adapté au montage d'une lunette. Son canon était aussi plus épais, ce qui ralentit la surchauffe et donc l'apparition de mirages. Et enfin la culasse avec ses tenons à l'avant contre les tenons à l'arrière du SMLE était plus adaptée au tir de précision. Bref, le P13 c'est à la base un fusil développé pour le tir de précision et donc il paraît assez logique de l'avoir destiné justement aux armes de tireurs d'élite. Attention quand même, ces P14 avec cette nouvelle hausse ne proviendront que de la firme Winchester. Il est jugé que les exemplaires fabriqués par cette firme sont de meilleure qualité. Cela donne alors un nouveau modèle. Marque 1 étoile W entre parenthèses F pour Fine Adjustment. Les tests sur le terrain ayant été concluants, c'est donc une lunette qui sera adoptée sur le modèle suivant en avril 1918, le Marque 1 étoile WT. Je reprécise que les exemplaires pour le tir de précision sont uniquement ceux de la marque Winchester. Donc, quitte à faire le choix d'un P14, optez pour un modèle de ce fabricant-là. Maintenant, je vous dis ça, mais je n'ai personnellement pas eu l'occasion de comparer un Eddystone, un Remington ou un Winchester, donc l'information vaut ce qu'elle vaut. La lunette sur le P14 montrée dans la vidéo est une lunette allemande de la période de la Première Guerre et évoque très bien ce qu'était le P14 en version sniper. La lunette qui a vraiment été montée à l'époque était la Prism & Co, pattern 1918. Ils n'ont finalement vu que la toute fin du conflit, mais ils avaient une excellente réputation. Je vous renvoie à ma vidéo sur le numéro 4 de Sniper, où je traite de leur sort après-guerre. Et maintenant, l'US 17. Enfin, l'US Rifle Caliber sortie Model of 1917. L'US 17 se résumerait assez rapidement comme étant simplement un P14 version américaine, mais en 30-06. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis entrent officiellement dans le conflit en avril 1917. Il leur faut donc des armes en quantité, sauf que leurs manufactures sont en train de produire à fond des fusils anglais. Donc, ne pouvant fabriquer suffisamment de Springfield 1903, étant alors l'arme réglementaire de l'époque, Remington et Winchester, dont les lignes de production sont déjà mises en place, proposent le Pattern 14 en 30-06, la cartouche réglementaire américaine. Cette US-17 sera finalement plus utilisée durant le conflit que le Springfield 1903. Certains soldats américains n'aimaient pas cela car vous comprenez bien qu'à la base il s'agit d'une arme anglaise. Quoi qu'il en soit, cela donne un fusil excellent. Ah, et cette fois-ci la production est identique entre les différentes manufactures. On a donc une arme plus courte que la moyenne mais qui fait quand même 4 kg. La Cross dispose d'une poignée pistolet et la hausse est à œilleton. Oui, sur le mien, l'œilleton de combat est cassé, mais il me suffit juste de lever la hausse pour en retrouver un second, qui permet d'ajuster les distances, qui vont de 200 à 1600 yards. Cet œilleton est, je trouve, un peu trop ouvert pour le tir sportif, mais on s'y fait. L'arme chambre donc le 30-06 et accepte les clips de Springfield 1903. Par contre, sa capacité augmente à 6. Ah oui, le P14 était chambré en 303 British, une cartouche à bourrelet, qui prenait de la place, contrairement à la 30-06, qui est sans bourrelet et droite. Ensuite, la culasse. Je vous disais au début que l'inspiration était celle du Mauser. Alors, pas vraiment celle du Mauser G98 que vous avez l'habitude de voir, car oui, on retrouve les deux gros tenons à l'avant, mais par contre, la culasse s'arme à la fermeture, comme un Lee Enfield, ou plutôt un Mauser 1893 par exemple. Je trouve que sur mon exemplaire, la fermeture n'est pas très fluide et plutôt dure à fermer. J'ignore si c'est le cas sur les autres US-17. On note aussi que le système de sécurité est bien pensé, car il est accessible facilement tout en gardant la main sur la poignée.
La baïonnette est celle du P14 anglais. D'ailleurs, la mienne provient vraiment du stock pour les P14, puisque les poinçons anglais sont barrés et un logo US y est apposé à côté. Certains auteurs tendent à exprimer que l'US-17 serait le meilleur fusil de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est un peu fort de dire ça et de comparer une arme qui a été développée en 1913 face à un fusil Lebel de 1886 par exemple. Forcément, il y a un écart énorme, mais on peut pas nier qu'il est vraiment des qualités. D'ailleurs, en parlant de qualité, mais est-ce que l'US-17 a été utilisé comme fusil de sniper? Bien, pas vraiment. Il y aurait eu des essais en fin de guerre, mais ça n'ira pas très loin. Tout comme l'utilisation du Pedersen Device, cet outil qui permet de convertir un fusil à répétition manuelle en gros calibre en fusil semi-automatique de petit calibre. Eh bien, l'US-17 a aussi été testé pour accepter le Pedersen Device. Bon, je vous en parle, mais c'est seulement une demi-douzaine d'exemplaires qui ont été fabriqués. Finalement, après la guerre, les P14 et US-17 seront relégués au second plan et plutôt utilisés dans les unités de réserve. Ils ressortiront durant la Seconde Guerre mondiale, les P14 dans la Home Guard anglaise et les US-17 chez les combattants français en Afrique du Nord, en Italie et bien sûr en France. Donc finalement, une belle carrière. L'histoire du P14 est quand même surprenante car de base l'arme devait remplacer le SMLE anglais, mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, ça a freiné sa fabrication, qui a quand même été poursuivie pour n'être utilisée que comme arme d'entraînement, ou en fusil sniper en toute fin de guerre, ce qui semble être complètement opposé, pour ensuite ressortir en masse chez les Américains en 1917, utilisé un an seulement, remis dans les stocks, puis ressorti durant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire vraiment particulière. Personnellement, au tir, j'ai fait le choix de ce fusil à la place du Springfield 1903. Déjà car je voulais une arme 100% Première Guerre. Je sais, vous allez me dire, le 1903 il est de Première Guerre. Oui, mais il faut une hausse de A3 pour être compétitif. Et là, on sort du cadre de la Première Guerre. Je sais, c'est un détail, mais par principe, je m'arrête à 1918. Donc l'US-17 avec son œilleton est très bien pour ça. Après, l'ergonomie me plaît bien, la détente est bonne, avec des stries de préhension dessus qui rend l'appui du doigt agréable. L'arme est assez courte tout en étant lourde. Franchement, une arme capable de rivaliser avec les 1903 et K31. Ah, et en plus, il est fait pour utiliser la bretelle 1907, et ça, c'est important au tard. 3 points négatifs, je trouve. Le 30-06, ça tape. C'est tout bête, mais personnellement, je me passerais bien d'un calibre qui va me masser l'épaule sur 25 cartouches. Ensuite, les 2 autres points, j'en ai déjà parlé. L'œilleton est, je pense, trop ouvert, ce qui me donne l'impression parfois que c'est difficile de placer correctement le guidon au milieu. Ça serait très bien au combat, mais moins bien, je pense, d'un point de vue strictement tir sportif. Et le ressort de la culasse qui est difficile à fermer. Et encore une fois, c'est un avis personnel, mais je préfère les culasses qui s'arment à l'ouverture comme les Moser, Lebel, et j'en passe. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci au président du club de nous avoir autorisé à filmer dans son stand. Merci à mes camarades alsaciens pour les essais des armes. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager les vidéos. Ça aide à soutenir mon travail. Et à très bientôt.